Quand j'étais en plein travail, ma cruelle belle-mère m'a ordonné d'arrêter de faire semblant et de préparer une tarte aux pommes. Quand j'ai refusé, ma belle-sœur m'a accusé d'avoir volé son bracelet d'une valeur d'environ 11 000 €. Puis elle a murmuré quelque chose à mon mari, et il m'a jeté dans la voiture avant de m'abandonner sur une route déserte. J'ai perdu les os. Il m'a laissé seul et est parti, ignorant la vérité. Quelques heures plus tard, en rentrant chez lui, il s'est figé, sous le choc. Je n'aurais jamais pensé que mon mariage se terminerait sur une route en terre à une trentaine de kilomètres de Phoenix, avec des contractions déchirant mon corps toutes les 4 minutes tandis que les feux arrière de la voiture de mon mari disparaissaient dans l'obscurité du désert. Mais avant de vous parler de cette nuit, vous devez comprendre comment j'en suis arrivée là. Je m'appelle Victoria et il y a 3 ans, j'ai épousé Daniel Whitmore lors de ce que tout le monde a appelé le mariage de la saison. Sa famille possédait une chaîne de concessions automobiles de luxe à travers l'Arizona. Le genre de richesse qui s'accompagne d'attentes et de conditions. J'étais infirmière en pédiatrie, issue d'un milieu modeste, et la mère de Daniel, Patricia Whitmore, s'est assurée que je n'oublie jamais que je m'étais mariée au-dessus de ma condition. Les problèmes ont commencé doucement. Patricia réorganisait ma cuisine quand elle venait nous rendre visite, affirmant que mon système de rangement était inefficace. Elle critiquait mes choix vestimentaires lors des dîners de famille, suggérant que je devais m'habiller de manière plus appropriée pour quelqu'un qui portait le nom des Whitmore. Daniel en riait toujours, me disant que sa mère partait d'une bonne intention, qu'elle était juste très à cheval sur certains principes. J'aurais dû reconnaître ces signaux d'alarme. Au lieu de cela, je suis tombée enceinte. La grossesse a été difficile dès le début. De sévères nausées matinales m'ont clouée à la maison pendant des semaines. Et dès mon 2e trimestre, mon médecin m'a diagnostiqué un diabète gestationnel et une prééclampsie. J'avais besoin de repos alité, d'une surveillance attentive et d'absolument aucun stress. La réponse de Patricia a été de dire à Daniel que je faisais du cinéma, que les femmes de son époque travaillaient jusqu'à l'accouchement sans tout ce tapage pour des complications. La sœur de Daniel, Véronica, était encore pire. Elle avait 35 ans, n'était pas mariée et semblait nourrir du ressentiment envers ma relation avec son frère. Elle faisait des commentaires passifs-agressifs sur le fait que j'avais piégé Daniel avec un bébé, sur la commodité avec laquelle j'étais tombée enceinte si rapidement après le mariage. Chaque réunion de famille devenait une épreuve d'endurance. Le dimanche où tout a volé en éclats a commencé comme n'importe quelle autre visite au domaine des Whitmore. J'étais enceinte de 38 semaines, enflée et épuisée. Mais Daniel a insisté pour que nous assistions au brunch d'anniversaire de sa mère. J'avais eu des contractions de Braxton Hicks toute la matinée, des contractions d'entraînement qui étaient inconfortables, mais pas les vraies. Mon médecin m'avait prévenu qu'avec mes complications, le travail pourrait progresser rapidement une fois commencé, et que je devrais me rendre à l'hôpital au premier signe de vraies contractions. Nous sommes arrivés au manoir vers 11 heures. Patricia nous a accueillis à la porte, ses yeux se posant immédiatement sur mon ventre avec un dégoût à peine dissimulé. J'avais pris 19 kilos pendant la grossesse, principalement de la rétention d'eau due à la prééclampsie, et je savais qu'elle trouvait cela inconvenant. Le brunch battait son plein lorsque la première vraie contraction est survenue. J'étais dans la cuisine, aidant la gouvernante de Patricia, Carmela, à porter des plats de service vers la salle à manger, quand une douleur a irradié dans le bas de mon dos et mon abdomen. Différente des Braxton Hicks. Plus vive. Je me suis agrippée au comptoir et j'ai respiré pour la surmonter. Ça va, m'a demandé Carmela, inquiète. J'ai hoché la tête, attendant que la douleur passe. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être que je surréagissais, comme le disait toujours Patricia. 30 minutes plus tard, une autre contraction est arrivée. Puis 20 minutes après, une autre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à les chronométrer. Irrégulière, mais bien réelle. J'ai trouvé Daniel dans le salon en train de parler affaires avec son père, Laurence. Chérie, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on aille à l'hôpital bientôt, ai-je dit doucement, ne voulant pas faire de scène. J'ai des contractions. Patricia a entendu. Elle a posé son mimosa avec un bruit sec. Des contractions? Victoria, tu as ces fausses contractions depuis des semaines. Tu n'es censée accoucher que dans 2 semaines. Ce ne sont que tes comédies habituelles.
Celles-ci sont différentes, ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Plus forte, plus régulière. Les primipares paniquent toujours à la moindre crampe, a déclaré Patricia à toute la pièce. Mon propre médecin m'a dit que la plupart de ce que les femmes pensent être le travail n'est que de l'anxiété. Victoria, tu dois arrêter d'être si dramatique. C'est la célébration de mon anniversaire, et je ne te laisserai pas la gâcher avec de fausses alertes. Véronica est apparue depuis le couloir, ses talons de créateur claquant sur le sol en marbre. Honnêtement, Vic, ta recherche d'attention commence à bien faire. On a compris. Tu es enceinte. Mais le reste d'entre nous n'a pas besoin de mise à jour constante sur chaque petit inconfort. Daniel regardait sa mère, puis moi, le visage incertain. Peut-être qu'on devrait juste. Daniel, ta femme va très bien, l'interrompit Patricia. Elle va bien depuis 9 mois malgré toutes ses plaintes. Maintenant, Victoria, puisque tu te sens assez bien pour interrompre ma fête, tu peux te rendre utile. J'ai oublié de demander à Carmela de faire une tarte aux pommes pour le dessert. Les ingrédients sont dans le garde-manger. Tu peux t'en occuper, n'est-ce pas? Je la fixais. Une autre contraction montait. La pression s'accumulait dans mon bassin. Patricia, je pense vraiment que je dois aller à l'hôpital. Ce que tu dois faire, c'est arrêter de prétendre que chaque petite douleur est une urgence, a-t-elle lancé. Les premières grossesses sont toujours pleines de faux travail. Mon médecin me l'a bien dit quand j'étais enceinte de Daniel. Tu crées un drame là où il n'y en a pas. Maintenant, vas-tu faire cette tarte, ou vas-tu continuer à être difficile? La douleur a atteint son paroxysme, me coupant le souffle. Je me suis légèrement pliée en deux, m'agrippant au dossier d'une chaise. Victoria, arrête ça, dit froidement Patricia. C'est ridicule. Tu te couvres de honte, toi et mon fils. Reprends-toi. À travers le brouillard de la douleur, j'ai vu le visage de Daniel. De la gêne. Il était gêné par moi. Je ne fais pas semblant, ai-je réussi à dire. Quelque chose ne va pas. Le bébé va très bien, dit Patricia avec dédain. Tu es simplement nerveuse et en quête d'attention. Daniel, emmène ta femme à la cuisine et fais en sorte qu'elle se rende utile. Peut-être qu'un peu d'activité calmera ses nerfs. J'ai regardé mon mari, attendant qu'il me défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de cela, il a posé sa main sur mon coude et a commencé à me guider vers la cuisine. Allez, Vic. Faisons juste la tarte, d'accord? Ensuite, on pourra partir plus tôt si tu ne te sens toujours pas bien. Des larmes me brûlaient les yeux alors qu'une autre contraction montait. Elle se rapprochait. 15 minutes, peut-être moins. Je devais être à l'hôpital, pas en train de préparer un dessert pour des gens qui pensaient que je simulais une urgence médicale. Daniel, s'il te plaît, ai-je murmuré. J'ai peur. Ça ne me semble pas normal. Maman a probablement raison, dit-il, sans me regarder dans les yeux. Tu as déjà eu de fausses alertes. Finissons juste le déjeuner et ensuite on rentrera se reposer. D'accord. Je me suis dégagée de son emprise. Je vais à l'hôpital. Avec ou sans toi. La voix de Véronica a fendu la pièce. Avant que tu n'ailles où que ce soit, Victoria, où est mon bracelet? Je me suis retournée pour lui faire face, confuse. Quel bracelet? Mon bracelet en diamant, dit-elle, la voix montant. Celui que papa m'a acheté pour Noël. Il était dans la salle de bain des invités à l'étage, et maintenant il a disparu. Tu y es monté tout à l'heure. Mon esprit luttait pour se concentrer à travers la douleur. Je suis allée à la salle de bain, oui, mais je n'ai vu aucun bracelet. Je n'ai rien pris. Ce bracelet coûte environ 11 000 €, dit Véronica en s'avançant vers moi. Il était posé juste sur le comptoir, et maintenant il a disparu. Tu es la seule personne à être montée. Je ne l'ai pas pris, ai-je dit, la voix tremblante. Je suis allée à la salle de bain et je suis redescendue tout de suite. Je n'ai même pas regardé le comptoir. J'avais des contractions. Comme c'est pratique, ricana Véronica. Rejeter la faute sur les fausses contractions. Tu sais ce que je pense?
Je pense que tu lorgnais ce bracelet depuis des semaines. Je pense que tu as vu une opportunité et que tu l'as saisie. Pauvre petite Victoria de la classe ouvrière, jalouse de ce que nous avons. C'est insensé, ai-je protesté. Pourquoi je volerais quelque chose qui t'appartient? Parce que tu n'es pas des nôtres, dit froidement Patricia. Tu ne l'as jamais été. Daniel a peut-être été assez sot pour t'épouser, mais nous savons toutes ce que tu es. Une croqueuse de diamants qui a piégé mon fils avec une grossesse et qui exploite cette famille pour tout ce que tu peux obtenir. La pièce tournait. Une autre contraction m'a déchirée, plus forte que les précédentes. Je me suis agrippée au cadre de la porte pour rester debout. Je n'ai pas pris le bracelet, ai-je haleté, et je dois aller à l'hôpital maintenant. Véronica s'est approchée, baissant la voix pour que moi seule puisse l'entendre. Tu sais quoi? Je vais dire quelque chose à Daniel. Un petit secret que j'ai gardé en réserve, et on verra alors à quel point il se soucie de ta petite comédie. Elle s'est dirigée vers Daniel et lui a chuchoté à l'oreille. Je n'ai pas pu entendre ce qu'elle disait, mais j'ai vu son visage changer. La confusion, puis le choc, puis quelque chose de sombre et de furieux. Il a marché d'un pas décidé vers moi et m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. On part maintenant. Daniel, qu'est-ce qu'elle? La ferme? A-t-il grondé. Ne dis plus un mot. Il m'a traîné à travers la maison, ignorant mes protestations, ignorant mes supplications de ralentir. Patricia et Laurence se tenaient dans le hall, observant avec une froide satisfaction. Véronica souriait d'un air suffisant depuis l'escalier. Daniel, s'il te plaît, tu me fais mal, ai-je crié alors qu'il me tirait vers la porte d'entrée. Il m'a poussé vers notre SUV Lexus, ouvrant la portière passager avec une telle force qu'elle a rebondi. Monte dans la voiture. Qu'est-ce que Véronica t'a dit, ai-je demandé, alors même qu'une autre contraction commençait à monter. Quoi qu'elle ait dit, c'est un mensonge. Tu sais que ta sœur me déteste. Monte dans la voiture. Chaque mot était haché, dur et furieux. Terrifié et endolori, je suis monté sur le siège passager. Daniel a claqué la porte et s'est mis au volant, démarrant le moteur dans un rugissement. Il a démarré en trombord de l'allée circulaire, projetant du gravier derrière nous. Où allons-nous, ai-je demandé, m'agrippant à la poignée de la portière alors qu'il prenait un virage trop vite. Il n'a pas répondu. Sa mâchoire était serrée, ses jointures blanches sur le volant. Nous ne nous dirigions pas vers notre maison à Scottsdale. Nous roulions dans la direction opposée, vers les routes désertiques qui menaient hors de la ville. Daniel, tu me fais peur, ai-je dit, la voix brisée. S'il te plaît, dis-moi juste ce que Véronica a dit. Depuis combien de temps, a-t-il finalement craché? Depuis combien de temps tu me mens? Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit. Vraiment? Parce que Véronica vient de me dire quelque chose de très intéressant. Elle a dit qu'elle a vu des SMS sur ton téléphone la semaine dernière quand tu l'as laissé sur le comptoir de la cuisine. Des messages à un type nommé Ryan. Des messages pour vous retrouver, sur le fait qu'il te manquait. Mon sang se glaça. Ryan, mon ex-petit ami de l'école d'infirmière, qui m'avait contacté il y a 3 mois via les réseaux sociaux. Nous avions échangé peut-être 5 messages en tout, pour prendre des nouvelles d'amis communs, de nos vies. Rien d'inapproprié, rien de secret. Ryan est un ami de l'école, ai-je dit rapidement. Il m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. On a parlé de gens qu'on connaissait tous les deux. C'est tout. Il n'y avait rien de romantique, rien d'inapproprié. Je n'en ai pas parlé parce qu'il n'y avait rien à dire. Et tu t'attends à ce que je te croie? La voix de Daniel dégoulinait de mépris. Que tu envoyais juste comme ça des messages à ton ex-petit ami et que ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire, Daniel. Je ne t'ai jamais trompé. Je ne le ferai jamais. Je t'aime. Une autre contraction a frappé, plus intense que les autres. J'ai crié, pressant ma main contre mon ventre. Daniel, s'il te plaît. Je dois aller à l'hôpital. Le bébé. Arrête ça, a-t-il hurlé. Arrête avec tes fausses contractions et tes mensonges. J'en ai tellement marre de ta manipulation. Ma mère avait raison à ton sujet depuis le début.
Tu m'as piégé avec cette grossesse et maintenant tu essaies de me piéger avec de fausses urgences médicales et des bijoux volés. Je n'ai rien volé. Et ces contractions sont réelles. Daniel, je t'en supplie. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Il n'écoutait pas. Le SUV grimpait dans les contreforts à l'extérieur de la ville, les routes devenant plus étroites, moins fréquentées. Le soleil commençait à se coucher, peignant le désert de teintes oranges et violettes. Finalement, il s'est engagé sur une route en terre qui ne menait nulle part. Pas de maison, pas d'autres voitures, juste des broussailles, des rochers et le ciel qui s'assombrissait. « Sors », a-t-il dit. Je l'ai regardé, stupéfaite. « Quoi ? » « Sors de ma voiture. Sors de ma vie. J'en ai fini avec tes mensonges, tes vols, tes drames constants. Tu veux jouer à des jeux ? Très bien. Rentre à pied. Daniel, nous sommes au milieu de nulle part. Il commence à faire nuit. Je suis enceinte de 9 mois. Tu aurais dû y penser avant de voler ma sœur et de me tromper, dit-il froidement. La panique m'a étreint la gorge. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Et même si c'était le cas, tu ne peux pas me laisser ici. C'est dangereux. Il s'est penché vers moi et a ouvert la portière passager. Sors ou je te traîne dehors. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une dureté, une cruauté. À cet instant, j'ai réalisé que je ne connaissais pas du tout cet homme. Le Daniel que j'avais épousé, celui qui avait promis de m'aimer et de me chérir, avait disparu. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. Une autre contraction m'a saisie, et celle-ci était différente. Plus forte, plus basse. Il y a eu une soudaine vague de chaleur entre mes jambes, imbibant ma robe. Je viens de perdre les os, ai-je murmuré. Daniel a regardé le siège mouillé, son visage se tordant de dégoût. Tu es incroyable. Tu te fais pipi dessus pour attirer la sympathie. Sors de ma voiture avant de ruiner le cuir. Daniel, j'ai perdu les os. Ça veut dire que le bébé arrive. J'ai besoin d'un hôpital tout de suite. Tu dois apprendre que tes manipulations ne fonctionnent plus sur moi, a-t-il dit. Dehors, maintenant. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. Je n'arrivais pas à intégrer que mon mari, le père de mon enfant, allait réellement m'abandonner en plein travail sur une route déserte. Mais quand il a posé sa main sur mon épaule et a commencé à me pousser vers la porte ouverte, l'instinct de survie a pris le dessus. J'ai trébuché hors du SUV, mes jambes me soutenant à peine. L'air du désert se rafraîchissait rapidement à mesure que le soleil baissait. Je n'avais pas de téléphone. Je l'avais laissé dans mon sac à main chez Patricia. Pas d'eau, aucun moyen d'appeler à l'aide. Daniel, s'il te plaît, ai-je sangloté. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais mourir ici. Le bébé va mourir. Il m'a regardé à travers la portière ouverte, son expression vide. Tu aurais peut-être dû y penser avant de devenir une menteuse et une voleuse. Puis il a refermé la porte, a mis le SUV en marche arrière et a reculé sur la route en terre. J'ai regardé, incrédule, tandis qu'il faisait demi-tour et s'éloignait, ses feux arrière finissant par disparaître au détour d'un virage. J'étais seule. La première chose que j'ai faite a été d'essayer de marcher. J'ai parcouru peut-être 6 mètres avant qu'une autre contraction ne me plie en deux et que je réalise que marcher était impossible. Les contractions arrivaient maintenant toutes les 3 ou 4 minutes, fortes et rapides. C'était le travail actif, exactement ce dont mon médecin m'avait averti. Avec mes complications, un travail rapide pouvait être catastrophique. Je me suis affaissée à côté d'un gros rocher, essayant de réfléchir malgré la douleur et la peur. C'était un dimanche soir. Nous étions sur une route en terre qui ne semblait pas très fréquentée. Personne ne savait où j'étais. Daniel avait mon téléphone. Même si quelqu'un réalisait que j'avais disparu, comment me retrouverait-il ? La température continuait de chuter. Les nuits dans le désert étaient froides, descendant parfois sous les 5 degrés Celsius à cette période de l'année. Je portais une fine robe de maternité, rien de chaud. Les contractions devenaient plus fortes, plus rapprochées. J'avais besoin d'aide, et vite. J'ai essayé de me relever, pensant que je pourrais peut-être atteindre la route principale et faire signe à une voiture.
Mais au moment où je me suis mise debout, une autre contraction a frappé avec une telle intensité que je me suis effondrée, criant dans le désert vide. C'est alors que je l'ai entendu. Un moteur. Le son d'un véhicule approchant sur la route en terre. L'espoir m'a envahi. Au secours, ai-je crié. Aidez-moi, s'il vous plaît. Un pick-up cabossé est apparu au détour du virage. Je n'avais jamais été aussi reconnaissante de voir un autre être humain de ma vie. Le camion s'est arrêté et un homme plus âgé, à la peau burinée et aux yeux bienveillants, en est sorti en courant. « Mon Dieu, madame, qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-il demandé en se précipitant vers moi. « Mon mari m'a laissé, ai-je haleté. Je suis en train d'accoucher. J'ai perdu les os. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un hôpital. » Il s'appelait Frank Miller, et c'était un éleveur qui vivait à 8 kilomètres de là. Il m'a aidé à monter dans son camion, parlant calmement tout le temps, me disant que tout irait bien. Il a appelé le 911 avec son téléphone portable, leur donnant notre position, puis a commencé à rouler vers la route principale où une ambulance pourrait nous rejoindre. Nous n'y sommes pas arrivés. À mi-chemin de la route principale, les contractions sont devenues continues. J'ai ressenti une envie irrépressible de pousser. Le bébé arrive, ai-je gémi. Je ne peux pas le retenir. Frank s'est garé et a couru de mon côté du camion. Ce qui s'est passé ensuite est un flou de douleur, de peur et de la voix posée de cet étranger me disant de respirer, de pousser, de rester avec lui. 20 minutes plus tard, ma fille est née dans la cabine d'un pick-up sur une route du désert, mise au monde par un éleveur de bétail de 67 ans qui n'avait pas assisté à un accouchement depuis ses propres petits-enfants. Elle était minuscule, bien trop minuscule. Elle ne pleurait pas comme les bébés devraient le faire. Frank l'a enveloppée dans sa chemise en flanelle et l'a posée sur ma poitrine, et j'ai vu que ses lèvres étaient bleues. L'ambulance est arrivée 10 minutes plus tard. Les ambulanciers se sont occupés de ma fille pendant que j'étais allongée à l'arrière du camion, saignant plus que je n'aurais dû, les regardant ventiler son petit visage, essayant de la faire respirer correctement. À l'hôpital, ils l'ont emmenée directement en unité de soins intensifs néonatales. Prématurée, disait-il, bien que j'ai essayé de leur dire que j'étais à 38 semaines. Détresse respiratoire, possible infection due à une rupture prolongée des membranes. Ils ne m'ont pas laissé la voir. Pas avant de nous avoir stabilisés toutes les deux. J'ai fini par avoir besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence pour une hémorragie postpartum. La prééclampsie s'était aggravée pendant le travail, ma tension artérielle montant en flèche à des niveaux dangereux. Le médecin a dit que si Frank ne m'avait pas trouvé à ce moment-là, si ma fille était née ne serait-ce que 30 minutes plus tard, nous serions toutes les deux mortes. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital 24 heures plus tard. Une infirmière nommée Angela était assise à côté de mon lit, et quand elle m'a vue éveillée, elle a souri doucement. « Bon retour parmi nous, maman. Vous nous avez fait une belle frayeur. »« Mon bébé ?» ai-je croassé. « Où est mon bébé ?» Elle est en soins intensifs néonatal. Elle est stable, elle respire toute seule maintenant. C'est une battante, celle-là. 2,350 kg. On vous emmènera la voir bientôt. Mon mari, ai-je dit. Est-il venu? Sait-il? L'expression d'Angela a changé. Madame Whitmore, la police souhaite vous parler quand vous vous sentirez d'attaque. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? La police. J'avais été tellement concentrée sur ma survie, sur la survie de mon bébé, que je n'avais pas pensé aux conséquences de ce que Daniel avait fait. Il avait abandonné sa femme enceinte en plein travail sur une route déserte. Ce n'était pas seulement cruel, c'était criminel. L'inspecteur Raymond Cross avait la cinquantaine, avec des yeux fatigués qui en avaient trop vu. Il s'est assis à côté de mon lit avec un carnet et m'a demandé de tout lui raconter. Alors, je l'ai fait. Le brunch d'anniversaire de Patricia, les contractions, l'accusation concernant le bracelet, le mensonge chuchoté de Véronica sur les messages, la rage de Daniel, la route déserte, le fait d'avoir été jeté de la voiture alors que je perdais les os. Votre mari est retourné chez ses parents vers 19 h ce soir-là, a dit l'inspecteur Cross. Selon des témoins, il célébrait. Il disait s'être enfin libéré d'une femme manipulatrice. Il buvait du champagne avec sa famille quand nous sommes arrivés à 20 h 30.
Comment saviez-vous où me chercher? Ai-je demandé. Frank Miller nous a appelés depuis l'ambulance. Il nous a raconté ce que vous aviez dit sur le fait d'avoir été abandonné. Nous sommes allés au domaine des Whitmore pour interroger votre mari. Sa réponse quand on lui a dit que sa femme avait accouché dans le camion d'un inconnu a été. Il a fait une pause, vérifiant ses notes. Il a dit qu'elle faisait probablement semblant jusqu'à ce que quelqu'un la trouve. Même quand nous lui avons dit que vous et le bébé étiez dans un état critique, il n'a montré aucune inquiétude. Sa mère a corroboré son histoire selon laquelle vous aviez simulé des contractions toute la journée. Elle a dit que vous aviez volé des bijoux de valeur et que vous vous étiez probablement enfui quand vous avez été prise dans votre mensonge. Je n'ai rien volé, ai-je dit faiblement. Le bracelet. Nous avons retrouvé le bracelet, m'a interrompu l'inspecteur Cross. Il était dans la boîte à bijoux de Veronica Whitmore, dans sa chambre. Elle a admis qu'elle ne l'avait jamais vraiment perdu. Elle a inventé le vol pour donner à son frère une excuse pour se mettre en colère contre vous. La trahison était plus profonde que n'importe quelle douleur physique. Il l'avait planifiée. Veronica avait tout orchestré et Daniel avait suivi. Madame Whitmore, je dois vous poser une question difficile, a dit l'inspecteur. Voulez-vous porter plainte contre votre mari? Le voulais-je? Daniel m'avait laissé pour morte. Il avait laissé notre fille pour morte parce que sa sœur avait menti à propos de quelques SMS, parce que sa mère l'avait convaincu que je simulais une urgence médicale. Oui, ai-je murmuré. Je veux porter plainte. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans les médias locaux. Le fils d'un riche concessionnaire automobile abandonne sa femme enceinte pendant le travail. L'histoire avait tout pour plaire, l'argent, la cruauté, une quasi-tragédie dans le désert. Daniel a été arrêté et inculpé de mise en danger d'autrui, de négligence criminelle et de voies de fait graves. La caution a été fixée à 185 000 €. Patricia l'a payé immédiatement. Au cours de la semaine suivante, pendant que ma fille, que j'ai prénommée Hope Catherine, se battait pour sa vie en soins intensifs néonatal, les Whitmore ont lancé une attaque coordonnée contre ma réputation. Ils ont engagé un publiciste qui m'a dépeinte comme une croqueuse de diamants instables qui avait piégé leur fils. Ils ont divulgué des détails sélectifs à des journalistes complaisants, affirmant que j'avais simulé des problèmes médicaux tout au long de ma grossesse, que j'avais menacé de me faire du mal pour attirer l'attention, que je les avais volés à plusieurs reprises. Veronica a donné une interview à une chaîne de télévision locale, pleurant devant la caméra sur la façon dont j'avais terrorisé sa famille, à quel point elle craignait pour la sécurité de son frère, comment Daniel avait simplement essayé de se retirer d'une situation dangereuse quand je m'étais jeté de son véhicule en marche. C'était comme voir la réalité être réécrite en temps réel. Mais ils avaient sous-estimé une chose, Frank Miller. Le vieil éleveur était furieux des mensonges racontés. Il a donné sa propre interview, décrivant exactement ce qu'il avait trouvé, une femme seule dans le désert, en plein travail, terrifiée et abandonnée. Il a décrit la naissance de ma fille, la voyant lutter pour respirer. Il a décrit le sang, la peur, la course désespérée pour sauver deux vies. Cet homme a laissé sa femme et son bébé pour mort, a déclaré Frank à la caméra, la voix tremblante de colère. Je me fiche de l'argent qu'il a ou des mensonges que sa famille raconte. Je sais ce que j'ai vu. Cette femme ne s'est pas jetée d'un véhicule en marche. Elle a été abandonnée sur cette route comme un déchet. L'opinion publique a basculé. D'autres personnes se sont manifestées. Carmela, la gouvernante des Whitmore, a fait une déclaration sur le traitement que la famille m'avait réservé pendant ma grossesse. Une amie de Patricia a admis avoir vu Patricia me réprimander pour mon poids lors d'un déjeuner de charité. Un ancien employé d'une des concessions a révélé que Daniel avait des antécédents de comportement agressif quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Mon avocate, une femme redoutable nommée Catherine Rodriguez, qui avait pris mon cas pro bono après l'avoir lu dans les journaux, a demandé une ordonnance restrictive d'urgence contre Daniel et toute sa famille. Puis elle a demandé le divorce et la garde exclusive de Hope. Hope est rentrée de l'hôpital 3 semaines après sa naissance. Toujours minuscule, toujours fragile, mais vivante. Les infirmières des soins intensifs néonatales étaient tombées amoureuses d'elle pendant son séjour, et elles lui avaient tricoté de minuscules bonnets et couvertures pour son départ. Angela,
l'infirmière qui était avec moi le premier jour, l'a tenue pendant son dernier biberon avant sa sortie et a pleuré. « Vous êtes toutes les deux des survivantes », m'a-t-elle dit. Ne l'oubliez jamais. J'ai emménagé dans un petit appartement avec l'aide d'un refuge local pour femmes qui aidaient les victimes de violences domestiques. Parce que c'est ce que j'étais, Catherine m'a aidé à le comprendre. Ce que Daniel avait fait n'était pas seulement de l'abandon. C'était de la violence, une tentative de causer un préjudice grave. Le procès pénal a été fixé 4 mois plus tard. Pendant ce temps, les avocats de Daniel ont déposé requête sur requête pour tenter de faire réduire ou rejeter les charges. Ils ont fait valoir qu'ils ne savaient pas que j'étais réellement en travail, que je lui avais donné des raisons de douter de mes affirmations médicales, que les informations de Véronica sur les messages avaient justifié sa colère. Rien de tout cela n'a fonctionné. La procureure, une femme nommée Amanda Chen, qui avait bâti sa carrière en tenant les accusés riches pour responsables, ne reculait pas. Elle avait le témoignage de Franck. Elle avait les déclarations des ambulanciers sur l'état dans lequel ils m'avaient trouvé. Elle avait les dossiers des soins intensifs néonatals montrant l'état critique de Hope à la naissance. Elle avait les enregistrements de Daniel chez ses parents, célébrant sa liberté pendant que sa femme et sa fille luttaient pour leur vie. Le procès a duré 2 semaines. J'ai dû m'asseoir dans cette salle d'audience et écouter les avocats de Daniel me traiter de menteuse, de manipulatrice, de voleuse. J'ai dû les regarder faire témoigner des personnes qui affirmaient que j'avais simulé des symptômes tout au long de ma grossesse. Patricia a témoigné que j'avais toujours été dramatique, qu'elle n'avait jamais vu de preuve de problèmes médicaux réels. Puis Catherine a appelé mon obstétricienne à la barre. Le docteur Michel Harper a apporté mon dossier médical complet, documentant chaque complication, chaque avertissement, chaque fois où elle m'avait dit d'aller à l'hôpital immédiatement si je ressentais certains symptômes. Elle a décrit le diabète gestationnel, la prééclampsie, le risque très réel de décès maternel et fœtal. Elle a témoigné que, sur la base de la chronologie, j'étais en travail actif lorsque Daniel m'avait abandonné sur cette route, que chaque instant de retard avait mis nos 2 vies en plus grand danger. Franck a témoigné, décrivant avec des détails saisissants ce qu'il avait trouvé et ce qu'il avait fait. Plusieurs jurés pleuraient à la fin de son témoignage. La procureure a diffusé l'enregistrement du 911 depuis l'ambulance. Ma voix criant de douleur. Les mises à jour laconiques des ambulanciers sur mon état. Patiente en hémorragie. Tension artérielle 190/110. Nécessite un transport immédiat. Finalement, Catherine m'a appelé à la barre. J'ai raconté mon histoire. Toute l'histoire. Les mois de violence psychologique de Patricia. Le ressentiment évident de Véronica. Le brunch d'anniversaire. Les contractions qu'ils avaient tout ignorées. L'accusation concernant le bracelet. Le mensonge chuchoté à propos de Ryan. La rage de Daniel, la route en terre, être poussé de la voiture alors que je perdais les os, regarder ses feux arrière disparaître, pensant que j'allais mourir seul dans le noir. L'avocat de Daniel a essayé de me briser pendant le contre-interrogatoire. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas insisté davantage pour aller à l'hôpital. Il m'a demandé pourquoi j'étais allé au brunch si je ne me sentais pas bien. Il m'a interrogé sur les messages avec Ryan, insinuant que j'avais été émotionnellement infidèle. Votre client m'a laissé sur une route déserte alors que j'étais en train d'accoucher, ai-je dit, la voix ferme. Il savait que j'avais perdu les os. Il l'a vu. Il s'en fichait, tout simplement. Vous pouvez essayer de justifier cela comme vous le voulez, mais la vérité est simple. Il accordait plus de valeur à sa fierté qu'à la vie de notre fille, plus qu'à ma vie. Et quand il est rentré chez lui et a découvert que nous avions survécu, il a célébré. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Ils ont déclaré Daniel coupable de toutes les charges. Le juge l'a condamné à 4 ans de prison, la peine maximale autorisée. Monsieur Whitmore, a dit le juge, vous avez fait le choix conscient de mettre en danger votre femme et votre enfant à naître parce que vos sentiments étaient blessés. Vos actions n'étaient pas celles d'un mari effrayé ou confus. C'étaient les actions d'un homme cruel qui valorisait son ego plus que la vie humaine. Vous avez laissé Madame Whitmore dans une situation où elle et votre fille auraient pu facilement mourir, et vous l'avez fait délibérément. Ce tribunal trouve votre comportement répréhensible. Patricia a crié depuis la galerie que c'était injuste.
Véronica m'a traité de menteuse. La sécurité a dû les escorter hors de la salle d'audience. Le divorce a été finalisé 3 mois plus tard. J'ai obtenu la garde légale et physique exclusive de Hope. Daniel a obtenu un droit de visite supervisé une fois sorti de prison, mais seulement s'il suivait des cours de gestion de la colère et de parentalité. Le juge l'a condamné à payer une pension alimentaire, un montant significatif compte tenu de la richesse de sa famille, ainsi que la moitié de mes frais médicaux liés à l'accouchement. Les Whitmore ont tenté de contester l'arrangement de garde, affirmant que j'étais une mère inapte qui avait aliéné leur fils de son enfant. Catherine a mis un terme à cela avec préjudice, soulignant que leur fils était en prison pour avoir abandonné ladit enfant pendant sa naissance. Mais c'est là que la vraie vengeance a commencé. J'avais suivi les affaires de la famille Whitmore pendant le procès, faisant des recherches sur tout ce que je pouvais trouver, les concessions, les investissements immobiliers, les postes au conseil d'administration. Laurence Whitmore siégeait au conseil de plusieurs œuvres de charité et entreprises locales. Patricia était très impliquée dans les clubs sociaux et les collectes de fonds. Tout cela dépendait de la réputation. 6 mois après le procès, j'ai lancé un blog. Je l'ai appelé « L'histoire de Hope » et je l'ai utilisé pour documenter notre parcours, mes complications de grossesse, la violence que j'avais subie, la nuit dans le désert, le séjour de Hope en soins intensifs néonatal, notre rétablissement. J'ai écrit avec soin, de manière poignante, en m'assurant que chaque mot était vrai et probable. Le blog est devenu viral. Les grands médias l'ont repris. J'ai été invitée à prendre la parole lors d'événements sur la violence domestique, les grossesses à haut risque, la survie à la violence narcissique. Je me suis associée à plusieurs œuvres de charité qui soutenaient les femmes enceintes en situation de crise. À chaque interview que je donnais, je remerciais Frank Miller par son nom. Je parlais de la façon dont un parfait inconnu m'avait montré plus de soin et de compassion que mon propre mari. Frank est devenu une sorte de héros local. Les gens lui envoyaient des lettres et des cadeaux. Quelqu'un a lancé un GoFundMe pour son ranch qui a recueilli plus de 45 000 €. La réputation des Whitmore s'est effondrée. On a demandé à Laurence de démissionner de 2 conseils d'administration. Patricia a été démise de ses fonctions de présidente du comité de collecte de fonds de son œuvre de charité préférée après que de grands donateurs aient menacé de retirer leur soutien. Les concessions ont connu une baisse significative des ventes, les gens choisissant de faire affaire ailleurs. Véronica a perdu son emploi dans une prestigieuse agence de marketing après que son employeur ait décidé que son implication dans le mensonge du bracelet faisait d'elle un passif. Elle a essayé de me poursuivre en justice pour diffamation, mais Catherine a fait rejeter la plainte presque immédiatement. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, et tout ce que j'avais dit sur Véronica était un fait documenté. L'Arizona Republic a publié un article de fond sur l'affaire et ses suites. Ils ont interviewé des experts médicaux sur les dangers que j'avais encourus, des experts juridiques sur le précédent que l'affaire avait créé, et des défenseurs des victimes de violences domestiques sur l'importance de tenir les agresseurs riches pour responsables. Les appels de Daniel ont été rejetés. Il purgerait sa peine complète. 3 ans après cette nuit dans le désert, j'ai été invitée à prendre la parole lors d'une conférence médicale sur la grossesse à haut risque et l'importance de croire les patientes au sujet de leurs symptômes. Assis dans le public se trouvait le docteur Harper, mon obstétricienne, ainsi que plusieurs des infirmières des soins intensifs néonatales qui s'étaient occupées de Hope, y compris Angela. Après mon discours, elles m'ont fait une ovation debout. Hope avait 3 ans maintenant, en bonne santé et épanouie. Elle a fêté son premier anniversaire entourée de gens qui l'aimaient vraiment. Frank et sa femme Maria, Catherine et sa famille, des infirmières de l'hôpital, des bénévoles du refuge pour femmes, mes parents qui m'avaient soutenu à travers tout. Personne de la famille Whitmore n'était invité ou bienvenu. Frank m'a raccompagné à ma voiture ce soir-là, portant Hope sur ses épaules pendant qu'elle gloussait et tapotait son crâne chauve. Tu sais, a-t-il dit, quand je t'ai trouvé cette nuit-là, je pensais juste aider quelqu'un en difficulté. Je ne réalisais pas que j'aidais quelqu'un qui allait ensuite aider tant d'autres. J'ai appris des meilleurs, lui ai-je répondu. Tu m'as montré à quoi ressemble la vraie gentillesse. Le dernier acte de vengeance est survenu 3 ans après le procès. Daniel a été libéré de prison après avoir purgé 3 ans et demi pour bonne conduite.
Il a immédiatement violé l'accord de garde en se présentant à l'école maternelle de Hope, essayant de l'emmener sans permission ni surveillance. L'école a appelé la police et moi. Je suis arrivée pour trouver Daniel menotté pendant que Hope se tenait en sécurité à l'intérieur avec son enseignante, complètement inconsciente du drame. Elle ne l'a pas reconnu. Pour elle, il n'était qu'un étranger effrayant. Cette violation l'a renvoyé devant le tribunal où le juge a révoqué entièrement son droit de visite. Monsieur Whitmore, vous n'avez rien appris, a dit le juge. Vous continuez de croire que les règles ne s'appliquent pas à vous, que vos désirs priment sur la sécurité de tous les autres. Votre fille se porte mieux sans vous dans sa vie. Patricia a tenté de poursuivre en justice pour obtenir un droit de visite des grands-parents. Catherine l'a enterrée sous les requêtes légales et le juge a rejeté la demande. Ce tribunal constate que la famille Whitmore a permis et continue de permettre le comportement dangereux de Monsieur Whitmore, indiquait le jugement. Leur présence dans la vie de cet enfant poserait un risque pour son bien-être émotionnel et physique. J'ai encadré ce jugement et l'ai accroché dans mon bureau à la maison. Aujourd'hui, Hope a 5 ans. Elle est brillante, drôle, intrépide. Elle sait qu'elle est née dans des circonstances difficiles, expliquées en termes adaptés à son âge. Maman était malade. Certaines personnes n'étaient pas très gentilles, mais de bonnes personnes nous ont aidés. Elle connaît Frank comme Tonton Frank et adore visiter son ranch pour voir les chevaux. Elle appelle Catherine, Tati Catherine, et dit fièrement aux gens que sa tante est une avocate qui aide les gens. Elle n'a aucune idée de qui sont les Whitmore, et si ça ne tenait qu'à moi, elle ne le saura jamais. J'ai terminé mon diplôme en administration des soins infirmiers et je dirige maintenant des programmes pour une organisation à but non lucratif qui fournit des soins médicaux aux femmes défavorisées. Je parle régulièrement de mon expérience, aidant d'autres femmes à reconnaître la violence et à plaider pour un meilleur traitement des patientes ayant une grossesse à haut risque. Les Whitmore sont toujours à Phoenix, mais leur statut social ne s'est jamais rétabli. Leurs concessions sont en difficulté. Laurence a pris une retraite anticipée. Patricia a cessé d'aller à ses clubs après avoir été snobée trop de fois. Véronica a déménagé en Californie pour échapper aux stigmates. Daniel vit dans un petit appartement, travaille dans l'une des concessions de son père à un poste subalterne, et a des séances de thérapie supervisées 2 fois par semaine comme condition de sa probation. Son avocat envoie des demandes annuelles pour revoir l'arrangement de garde. Catherine les refuse toutes avec une simple citation de son historique de violation. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir épousé Daniel. Non, parce que ce mariage, aussi douloureux qu'il ait été, m'a donné Hope. Il m'a appris ce qu'est la vraie force. Il m'a montré qui je pouvais devenir quand on m'avait tout enlevé, sauf la volonté de survivre. Cette nuit-là sur la route du désert, Daniel pensait me punir. Il pensait me donner une leçon sur ma place, sur la façon dont j'avais soi-disant fait du tort à sa famille. Au lieu de cela, il m'a offert le plus grand cadeau possible, la clarté. La clarté sur qui il était vraiment, qui était sa famille, et qui je devais être. Le mois dernier, Hope et moi étions à l'épicerie quand nous avons croisé Véronica. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée. Elle nous a vus et s'est figée. Hope bavardait sur le cookie qu'elle voulait acheter, complètement inconsciente. Véronica a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. Puis elle a vu mon expression, calme, froide, complètement impassible, et l'a refermée. Elle s'est retournée et s'est éloignée. J'avais autrefois supplié ces gens de me croire, de m'aider, de faire preuve d'une décence humaine élémentaire. J'avais pleuré, plaidé et essayé si fort d'être assez bien pour eux. Maintenant, je n'avais besoin de rien de leur part. Ni reconnaissance, ni excuse, ni rédemption. Ils n'étaient rien pour moi. Frank m'a dit un jour que le désert vous apprend ce qui est essentiel. Que tout ce qui ne peut survivre à la chaleur, au froid et à l'isolement est consumé, ne laissant que ce qui est réel, vrai et fort. Daniel m'avait laissé dans le désert pour y mourir, mais le désert m'avait forgé. Hope a tiré sur ma main, me ramenant au présent. Maman, on peut prendre ce aux pépites de chocolat? Bien sûr, ma chérie, ai-je dit en la soulevant dans mes bras. On peut prendre tout ce que tu veux. Parce que nous avions survécu. Nous avions fait plus que survivre. Nous avons construit une vie pleine de gens qui ont choisi de nous aimer.
Qui ont été là quand ça comptait, qui ont prouvé que la famille n'est pas une question de sang, d'argent ou de statut social. C'est ceux qui restent quand les choses deviennent difficiles. Qui mettent au monde des bébés dans des PQPS sur des routes désertes. Qui se battent pour la justice même quand l'accusé a de l'argent et du pouvoir. Qui aiment une petite fille de tout leur cœur simplement parce qu'elle mérite d'être aimée. Les Whitmore ont perdu tout ce qui comptait, leur réputation, leur influence, leur lien avec Hope. Parce qu'ils ont choisi la cruauté plutôt que la compassion, parce qu'ils ont valorisé les apparences plus que l'humanité, parce qu'ils pensaient que l'argent et le statut les protégeraient des conséquences. Ils avaient tort. Et cela, plus que tout jugement légal ou ostracisme social, est la plus douce des vengeances. Ils doivent vivre chaque jour en sachant qu'ils ont perdu quelque chose de précieux parce qu'ils n'en étaient pas dignes. Pendant ce temps, Hope et moi sommes entourés d'amour, construisant un avenir dont ils ne feront jamais partie. Daniel m'avait jeté comme un déchet sur une route sombre, certain qu'il n'aurait plus jamais à penser à moi. Au lieu de cela, je suis devenue impossible à ignorer, non pas parce que je cherchais l'attention, mais parce que j'ai transformé la survie en une raison d'être. Chaque femme que j'aide, chaque discours que je donne, chaque vie sauvée par de meilleurs protocoles médicaux que j'aide à développer est un rappel que sa cruauté ne m'a pas brisée. Elle a fait de moi une personne qui compte. Hope m'a demandé récemment pourquoi elle n'a pas de papa comme certaines de ses amies. Je lui ai dit la vérité, simplement. Certaines personnes ne sont pas prêtes à être de bons parents. Mais tu as tellement de gens qui t'aiment. Tu m'as moi, tonton Franck et tati Maria, tati Catherine, tous tes amis à l'école. Nous sommes ta famille et nous serons toujours là. Ça va, a-t-elle dit, pensive. J'aime bien notre famille. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi.